Famille, justice, enfance. Famille, justice, enfance, aujourd'hui avec Christelle Delécluse qui vient nous voir depuis Bordeaux. Christelle Delécluse qui a été éducatrice, EduxP, une véritable EduxP diplômée, des dizaines d'années auprès des familles, des enfants en ASE et pas que. Jusqu'à l'encadrement, jusqu'à la gestion des ressources, jusqu'à la formation des autres et jusqu'au passage en libéral. Christelle, bonjour. Bonjour. Voilà. Écoute, cette présentation te convient. Comment devient-on Christelle Delécluse ? Alors, comment on devient Christelle Delécluse ? J'ai envie de dire, c'est une transformation. Permanente, voilà. Chaque année a été une transformation, mes études également. Et puis, j'arrive dans la protection de l'enfance. Finalement, j'ai baigné dedans puisque j'ai moi-même été une enfant placée, dès mes 18 mois à la pouponnière. Alors, c'est pas tant ce qui m'a guidée à devenir éducatrice spécialisée ou à œuvrer dans la protection de l'enfance. Après mon contrat jeune majeur, en fait, j'ai rencontré mon mari. J'ai travaillé à l'aide sociale adulte pour les personnes âgées en milieu hospitalier. Et puis, comme j'aime bien rencontrer les gens, j'avais des copines, en fait, qui allaient faire la préparation concours. Et c'est comme ça que je me suis engagée en me disant, assistante sociale, pourquoi pas? Et puis finalement, éduque, parce que le terrain, la rencontre avec les gens, voilà, c'est ce qui m'animait. Donc j'ai commencé par moniteur éducateur. Voilà, et puis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé 13 ans environ avec les assistantes familiales d'accueil pour des adolescents dits incasables à l'époque, mais en tout cas spécifiquement pour des adolescents, pour des jeunes filles ayant un enfant ou en attente d'un enfant. Et puis progressivement, j'ai fait beaucoup de projets, alors notamment avec les familles, parce que c'est aussi ce qui m'animait, la famille, pour pouvoir en fait se dire comment on accompagne les enfants et comment on accompagne aussi les parents, parce qu'effectivement il y a des carences. Certes, il y a la notion de placement et à la fois on peut rencontrer aussi des parents qui le sont parce qu'ils mettent au monde un enfant, mais qui n'ont pas les cartes, en tout cas en main, pour agir en tant que parents, parce que on peut aussi se rendre compte qu'eux-mêmes ont bénéficié d'un parcours de violence ou de placement. Enfin voilà. Donc c'était pouvoir aussi accompagner les familles pour savoir ce qu'elles peuvent faire, comment être auprès de leurs enfants. Alors, il faut aussi dire quelque chose qui est important dans ton profil, dans ton parcours, c'est que tu es issu donc de l'ancienne DAS, de l'ASE, mais que tu es maman de 3 enfants et que tu as un mariage qui dure encore d'ailleurs depuis plus de 30 ans, tu m'as dit, que vous étiez ensemble. Alors c'est quand même intéressant parce que beaucoup de gens qui passent par l'ASE n'arrivent pas à créer leur famille, mais toi tu as eu la tienne, tu as fait tes 3 enfants sont en réussite. On va le dire, dans l'enseignement supérieur, ça marche bien, le papa est encore là, donc tu es une réussite de notre système social quand même, qu'on critique beaucoup. Tu es aussi tu fais partie des bons points, des choses qu'on arrive à faire. Voilà. Oui, alors après, je pense que c'est une force peut-être de caractère que j'ai aussi acquis c'est avec bien sûr, très jeune, parce que à 12 ans, je me suis rendu compte que si je ne faisais pas les choses pour moi-même et par moi-même, personne ne le fera à ma place. Donc, j'étais pas spécialement très... la vie, elle est cruelle, la vie, elle est dure, il se passe des trucs. Oui. Et pour autant, j'ai toujours agi en me disant, la réussite par mes moyens et aussi avec les autres. On parle souvent du lien d'attachement, etc. Donc moi, famille d'accueil, c'est pas tant avec ma famille d'accueil finalement que j'ai acquis des liens d'attachement, mais plus aussi avec l'extérieur. J'étais musicienne, donc avec mon prof de musique. On va regarder là. Tu as été en famille d'accueil. Tu as beaucoup bougé ou tu as eu un lieu stable durant ton enfance? Stable. Et est-ce que tu as gardé des bons rapports avec ta famille d'accueil? Parce qu'on critique, mais il y a aussi des cas de réussite extraordinaire. Oui, c'était pas simple. On va dire que c'était pas simple, et pour autant... Tu leur en as fait baver? Non, non. Eux, ils t'en ont fait baver? Non, disons que c'était... moi j'ai 52 ans, donc c'était une éducation encore un peu à l'ancienne. Donc les filles faisaient le ménage. Mais pour autant, j'ai quand même bénéficié de sorties. Oui. Et tu me dois un an. Voilà. Voilà.
Non, moi j'ai pu faire de la musique. Enfin voilà, j'ai joué en orchestre pendant très longtemps. C'était des bonnes années aussi. Oui. Et puis moi très sociable, donc c'est vrai que j'apprenais aussi beaucoup avec les personnes que je pouvais rencontrer. D'accord. Et c'est ce qui m'anime en fait, de rencontrer des gens, de travailler en réseau, de faire avec l'autre, parce que on n'a pas tous les pouvoirs et heureusement, et puis on n'a pas tous les savoirs, et que les choses elles peuvent aussi se construire de manière intelligente avec les uns et les autres. En fait. Alors après, par contre, tu reprends la légende des gens qui sont dans le social avec déjà eux-mêmes une histoire dans le social. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire EduxP? Parce que tout de suite, EduxP, c'est pas intervenant, t'as pas fait un contrat CES, t'as pas fait un ME, t'es allé EduxP, c'est déjà un diplôme, c'est déjà une spécialisation, donc tu voulais le faire, c'était volontaire. Oui, alors j'ai fait moniteur éducateur. Oui, c'est vrai. Moniteur éducateur pendant 2 ans, et en fait, ce qui me manquait, c'était le travail avec la famille. D'accord. Donc, je me disais qu'effectivement, j'avais la vie quotidienne des enfants, les projets pour les enfants, très peu de liens avec les parents, finalement, c'était plutôt les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, et il me manquait ce versant-là. Donc c'est là où j'ai travaillé sur Rouen, à l'IDEFI, et où j'ai été stagiaire en fait à l'accueil familial renforcé, où là il y avait le travail et avec l'assistante familiale et avec les parents en tout cas et l'enfant. Donc là j'avais une vision beaucoup plus large et globale de ce qui était à rapporter en tout cas de l'évolution de l'enfant et de son environnement. Et après évolution de carrière, tu as été dans la fonction publique durant plus de 20 ans, je crois. Oui, c'est ça. Donc j'ai évolué à l'IDEFI plus de 20 ans avant de partir sur Bordeaux, donc la Normandie. Et c'est vrai que c'est là où j'ai aussi constitué, je dirais, ma tenue un petit peu de professionnel, de par les expériences, les rencontres, les différents services, puisque ça allait du handicap à l'insertion professionnelle. Enfin, il y avait tous les, je dirais presque les corps de métier. Et c'est vrai que c'est là aussi où je me suis façonnée, parce que finalement, mon enfance à moi, elle est singulière. L'histoire des autres enfants est aussi singulière, et en aucun cas je n'ai fait de transfert ou de mélange de ce qui pouvait être ma vie ou celle des enfants que je pouvais accompagner. Et pour autant, à arriver dans l'encadrement, c'était aussi une volonté de faire appliquer quelque part la vigilance de comment on accompagne les enfants dans le quotidien, comment on travaille avec la famille dans ses difficultés et avec le respect et le non-jugement, comment on travaille avec le partenariat aussi. Donc c'est vrai que moi ce qui m'animait là, c'était d'avoir aussi des professionnels. Alors la formation pour moi elle est obligatoire, on peut pas demander. Tiens, d'ailleurs la formation des années 80-90, elle était valable, elle était bien, elle était creusée. Alors c'est vrai que déjà il y avait un concours d'entrée qui était pas né, si je me souviens, qui était franchement qui était difficile. Il y avait aussi la partie psychotechnique durant 1 heure. Voilà, c'est ça. L'entretien très 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 poussé. Oui, très poussé. Aujourd'hui, il y a Parcoursup. Alors je dis pas que Parcoursup c'est difficile, mais pour être aussi... J'ai des souvenirs de mes concours d'entrée d'EduxP à l'IRTS, c'était affolant, la profondeur, t'avais l'impression de subir un examen de personnalité interne très poussé. Oui, alors c'est vrai que, alors moi j'ai un peu une aisance, je dirais, je suis pas bileuse, je me dis que finalement, je fais confiance aussi à qui je suis. Et la formation dedans, il y avait un niveau ? Alors aussi, oui, il y avait un niveau aujourd'hui. Alors pour faire des interventions aussi dans à l'IDS, parce que tu es formatrice en IRTS aussi. Alors de manière occasionnelle à ce niveau-là, mais c'est vrai que le niveau. Alors je dis pas que Parcoursup, il faut le jeter, mais en tout cas, c'est des jeunes étudiants qui arrivent, qui n'ont pas toujours la connaissance du métier d'éducateur. Souvent, c'est amalgamé avec animateur. Enfin, je me dis que il faut aussi protéger ces jeunes futurs professionnels qui arrivent sur le terrain et qui se retrouvent confrontés à d'autres jeunes avec des souffrances, des carences importantes et qui ont besoin d'un étayage solide. Donc c'est pas une question d'âge, parce qu'il y a des jeunes professionnels qui arrivent sur le terrain et qui peuvent avoir ces capacités-là, et puis d'autres pour lesquels c'est fragile. Et c'est vrai que le fait que le concours en fait finalement soit moins
aussi au moins important que ce qu'il a pu être avec les tests psychotechniques, avec l'entretien psychologique, etc. Bon, il y a parfois des barrières qui sont franchies et qui peuvent mettre en difficulté aussi. On a fait plusieurs émissions ici sur la baisse de niveau. On va pas rentrer dans ce secteur-là, mais effectivement, peut-être que c'était mieux avant sur certains points. Mais visiblement, tu as eu une formation théorique, et je suppose que si tu as fait cette carrière-là, c'est que tu as fait aussi le choix de te former de manière permanente. Ah oui, alors ça, c'est obligatoire. C'est tout au long de la vie. Moi, je dis que se former, lit des bouquins, c'est tout le temps, on s'enrichit de ses contacts. Oui, et puis on va. Alors il y a des assises qui sont organisées par le Journal de l'action sociale, par le CNAEMO. Enfin, il y a plein de dans notre domaine. En tout cas, on a aussi la chance d'avoir des budgets pour pouvoir faire des formations assez régulières, des formations courtes qui permettent de pouvoir développer toujours des compétences. Et pour moi, oui, ça, on peut pas faire l'impasse. C'est tout au long de sa vie. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Effectivement, on a vu ton parcours, ce que tu as fait, mais on va dire aussi quand même que dans cette carrière, t'es rentré dans le dur en fait. Tu sais ce que c'est que des enfants qui ont des soucis dans leur famille, dont il faut s'occuper. Tu as vu des jeunes en dérive, tu as vu des jeunes filles en dérive, des jeunes hommes en dérive. Tu as vu des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont sortis de la dérive. Mais bon, tu as donné, on va dire que dans le social, il y a plusieurs secteurs. L'éducatif, c'est aussi aider à la construction de la personne. Donc tu as travaillé par rapport à ça, et tu as fait travailler par rapport à ça. Juste en quelques secondes, 30-40 secondes, t'étais par rapport à quel public, qui c'est qui était en face de toi, t'intervenais dans quelle couche de la société? Alors moi, finalement, j'ai quasiment toujours travaillé avec les adolescents. D'accord. Auprès d'adolescents. Adolescents, préados. Préadolescents. Donc il y a une violence au moins interne. Oui, alors, et puis c'est vraiment, pour moi, c'était mon public. C'est vrai que quand on est professionnel dans la protection de l'enfance, il faut aussi connaître son public. C'est-à-dire que moi, c'est là que ça résonne, c'est là que tu... C'est ça. Okay. C'est ça, et puis il y a du répondant. Oui, adolescent dans la ZE, t'as de la colère quand même. Alors il y a de la colère. Ouais. Alors après, c'est vrai que finalement, les jeunes que j'ai pu rencontrer, que je sois éducatrice ou cadre, parce que quand on est cadre, ils viennent dans votre bureau parce que voilà, ils ont fait des bêtises parfois, mais j'ai toujours privilégié en tout cas la communication, la compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ce que je recherche aussi des professionnels, c'est d'aller au-delà de ce qui est visible, de ce qu'on entend. C'est pourquoi ce jeune réagit de telle manière, qu'est-ce qui se passe, et au moins pour comprendre et prendre le temps aussi de pouvoir communiquer avec ce jeune. Alors c'est vrai, quand il y a un collectif, c'est difficile parce que il y a le groupe, mais c'est de toujours trouver un moment, un individuel pour pouvoir passer du temps avec ce jeune, cette jeune, comprendre ce qui se passe pour voir comment aussi on peut aider, accompagner, soutenir. Alors, il faut que jeunesse se passe. Alors il faut que jeunesse se passe, mais je dis toujours qu'il il faut que tout se passe quelque part, il faut grandir. Ça, puis être là dans les bons comme les mauvais moments. Bien sûr, parce qu'on remplace, donc il faut le faire à la place des autres, donc il faut assumer ce rôle aussi. Ouais. Oui, et puis le jeune, il a besoin de savoir que on est là dans tous les moments de sa vie et qu'il va pas être jugé parce que à un moment donné, il s'est mal comporté, parce que voilà. Si t'es là, c'est pour fournir un pilier qu'il a pas eu. Exactement. Donc ça, faut bien avoir conscience aussi que c'est une condition où c'est des choses qu'on oublie un peu. C'est bien d'avoir aussi ce regard de l'intérieur. D'ailleurs, moi, je constate que tu es, on va dire, de la génération X, tout simplement, et que tu fais partie de cette génération qui privilégiait les valeurs familiales que toi tu as portées. Et on va le dire, on s'est rencontrés avant l'émission, on a passé 1h30 ensemble à discuter. Tu as un discours qui est porté sur le renforcement de la famille, l'aide ponctuelle, le retour au lien quand c'est possible, et effectivement l'arrachement quand c'est vraiment indispensable. Exactement. C'est vraiment ça que il me semble. Et c'est pas forcément le... Alors tiens, on va enchaîner sur ça. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ou en 30 ans là? En fait, j'ai l'impression parfois que la prévention, il y en a moins que aujourd'hui. Il y a moins de prévention, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont aller sauver le monde, j'ai l'impression. En détection, il y en a partout, de tous les sens, là. Oui, sauf qu'il faut que les personnes soient actrices de leur vie, en fait. Donc, comment on rend les personnes actrices de leur vie, dans leurs difficultés, quelles sont les ressources qu'elles peuvent aller trouver. Et parfois, c'est vrai que on va pas trop chercher, en tout cas, ce qui peut être ressource pour la famille.
ça va être beaucoup des conditions de placement, et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retourner vers cette prévention parce qu'il y a des parents qui sont en demande d'aide et qui n'ont pas besoin de grand chose, mais d'avoir un étayage, d'avoir une personne qui soit là pour les accompagner sur une durée plus ou moins longue, et que la judiciarisation ne soit pas quelque chose de systématique finalement, parce que quand on rentre aussi dans le placement, enfin il y a d'autres enjeux aussi derrière qui fait que ça peut être plus compliqué. Comment on demande aux parents d'adhérer à pouvoir s'investir dans la mesure si effectivement c'est pas préparé en amont, si les choses elles sont un peu faussées parce qu'ils vont demander de l'aide et puis finalement ça va finir au tribunal avec un juge pour enfants, ça peut durer pendant quelques années. Et effectivement parfois je me dis que si on renforçait certaines mesures au domicile des familles, alors j'étais aussi responsable d'unité d'aide éducative à domicile de manière administrative puis judiciaire, c'est vrai que les mesures renforcées où il y a une intervention toutes les semaines, ça a aidé quand même des parents à pouvoir faire un peu autrement. Ouais. En tout cas. Voilà, là on va rentrer dans le dur parce que je vais être obligé de le dire, j'entends de plus en plus de gens qui disent surtout ne les appelez pas à l'aide, vous allez perdre vos gosses, votre voiture, votre maison, tout ce que vous avez. Toi, ce que tu dis, c'est comme ça que ça devrait être. Ouais. Et qu'est-ce que tu réponds à ce discours qu'on entend de plus en plus là ? Ça, en fait, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'on va venir masquer des difficultés. On va les aggraver parfois. Des gens disent qu'on vient aggraver des situations. Aggraver, et puis pour le coup, comment on permet à des personnes aussi de pouvoir faire un peu autrement. Donc, des parents qui demandent à l'aide, j'ai envie de dire, c'est pas facile. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir le respecter, et puis de pouvoir proposer des modalités d'accompagnement qui soient en adéquation avec leurs besoins. Oui, mais un tiers des placements, c'est des enfants handicapés ou avec problème, donc des gens qui ont besoin d'aide. Et moi, j'ai des exemples devant moi, vraiment devant moi, de scandales dans une école, par exemple, avec des problèmes de jeux qui dérapent entre les gamins, des blessés et tout. T'en as certains qui vont dire, j'ai des droits, je vais aller au tribunal. Eh ben, ils perdent leur gosse. T'en as d'autres qui disent, c'est pas grave, ils déménagent et ils s'en vont et ils ont encore leur gamin. Qu'est-ce qui se passe ? Alors après, c'est vrai qu'il y a des familles qui changent de région et c'est pas toujours facile de... Non, mais je veux dire par là, tu vois, ils ont préféré ne pas lancer l'institution dans leur vie privée, dans leurs problèmes, parce qu'ils avaient peur de l'emballement et ils avaient peur des effets secondaires, en fait. Disons que pour que les familles puissent accepter parfois la mise à distance, en tout cas le placement de l'enfant, ça demande un accompagnement, ça demande une évaluation de leurs besoins, ça demande de la confiance et du respect, c'est-à-dire que ça doit pas être une menace. C'est-à-dire que le placement, c'est parce qu'il est nécessaire et qu'il nécessite une protection. Ça, c'est comme ça devrait être. C'est comme ça devrait être. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Toi qui es responsable, les structures, les systèmes de protection, aujourd'hui, sont dans quel état ? Alors, les structures... Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'on fait pour nos gamins aujourd'hui ? Disons qu'il y a des manques de moyens énormes. C'est vraiment une question d'argent ? Alors, il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a une question aussi de formation des professionnels. Tous les professionnels ne sont pas formés à l'éducation spécialisée ou à l'accompagnement d'enfants dans la protection de l'enfance, notamment. Il existe aussi aujourd'hui des DU, protection de l'enfance, qui permettraient aussi d'aller vraiment chercher à l'essentiel les attendus d'un professionnel dans ce cadre-là. Alors, j'ai connu aussi les intérimaires. Alors, je dis pas qu'il faut pas d'intérimaires, mais il faut que les intérimaires soient quand même formés. Tout ce qu'on voit sur M6, ces reportages scandaleux sur l'ASE, la DAS, tous les trucs qu'on entend, c'est des légendes urbaines ou c'est vraiment parfois dans des états pitoyables? Ah non, parfois c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les professionnels, enfin il y a du sous-effectif, et puis que moi j'en reviens quand même sur la formation, hein. C'est pas pour rien non plus que j'ai choisi d'être formatrice aussi. Bien sûr. C'est que on peut pas demander à une personne d'aller au-delà d'un point A à un point B, c'est-à-dire que comment il construit le parcours de l'enfant qui est placé. C'est-à-dire que au-delà de l'emmener à des rendez-vous, c'est aussi comment penser la mesure de placement. Alors je vais parler judiciaire, mais elle peut aussi être administrative. Si la mesure c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien il faut pouvoir border chacune des étapes, pouvoir faire des évaluations, pouvoir faire des objectifs qui permettent de permettre à l'enfant de développer des compétences, ou en tout cas de venir répondre à des besoins, et que cela soit évalué, que cela puisse être écrit,
les écrits professionnels. Pour moi, ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'étais très attachée parce qu'il y a des conséquences derrière. C'est-à-dire qu'un magistrat ou un... Oui, on en parlait juste avant, là, lorsqu'on était... il est important que les documents produits soient factuels. Ne soit pas la base de ragots ou d'hypothèses, mais vraiment qu'ils soient factuels. Que du factuel, et puis des rencontres qui émanent des rencontres avec le parent, avec l'enfant. On fait pas une inspection dans les familles la semaine avant le JDE, une fois par an, juste pour... Non, pour écrire un rapport qu'on sait qu'il doit s'écrire à un Madame la juge, je suis allé les voir il y a une semaine, ils n'étaient pas là, je suis désolé. Non, ça c'est pas possible, et c'est vrai qu'en tant que responsable aussi, alors déjà quand j'étais éducatrice, pour moi ça ne pouvait pas exister, mais en tant que responsable non plus, c'est-à-dire que tous les écrits qui sont sortis, que j'ai signés, c'est des choses que je connaissais. J'ai rencontré l'enfant, j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré les partenaires qui permettent de dire, voilà, on est dans le factuel, on est dans quelque chose qui est vrai. Et c'est vrai que pour les familles, c'est aussi une marque de respect et de confiance. C'est-à-dire que quand on se retrouve au tribunal en audience, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que si on demande un renouvellement d'une mesure de placement, ça a été vu avec le parent, ça a été travaillé, on a émis des préconisations pour se dire voilà ce qu'il y a à poursuivre avec la famille. Et puis après, oui, il y aura toujours... il faut pouvoir le faire. Moi, j'ai parlé des professionnels, ils avaient un nombre de dossiers à suivre par mois. Tu passes pas 20 minutes 2 fois par mois avec une famille pour faire un travail éducatif, tu vois, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que la charge de travail, elle est énorme parce que un éducateur qui est en internat, il a la vie quotidienne, il a le groupe à gérer. Pour certains, c'est un sacerdoce. Et faire des écrits, il faut pouvoir trouver le temps. Il y en a qui vivent dans leur truc. C'est ça, et puis il y en a qui travaillent chez eux, ça c'est pas possible. Il faut pouvoir baliser et permettre aux professionnels de pouvoir écrire dans des espaces où ils peuvent être en capacité de pas être perturbés toutes les 5 minutes, de pouvoir écrire régulièrement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des outils aussi pour pouvoir écrire régulièrement pour pas perdre l'information et toujours être au plus près. Le temps, c'est vrai que le temps de la famille, le temps de l'enfant, le temps de l'administratif ou judiciaire, c'est pas le même. Les attendus des uns et des autres n'est pas le même. Moi, je dis toujours, il faut partir de la personne, en fait, de ses besoins. Et ça prendra le temps qu'il y aura à prendre. Mais en tout cas, c'est de pouvoir avancer tranquillement, mais sûrement. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Toi, tu as quand même une force intérieure parce que, tu vois, je te regarde et puis, toi, tu as croisé plusieurs centaines d'ados en crise. Oui. Je pense qu'il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Et tu as plus de 50 ans et tu as encore le sourire. Ah, moi, j'ai la pêche. Et tu as la pêche. Et tu as beaucoup t'as beaucoup des gens de ta carrière qui ont ton âge, tu les vois, ils sont usés, ils ont mal, ils ont voulu partir. T'as jamais voulu partir? Alors, moi, j'ai toujours fait en sorte que finalement, tous les 5-7 ans, je puisse changer de projet. C'est-à-dire que je me donnais à fond. Tu voulais pas t'user quelque part, tu voulais après t'aérer, t'oxygéner sur autre chose. Ouais, et puis pas devenir, comme on disait dans certaines équipes, dinosaure. C'est dans le sens où... puis être très gris, en fait. Moi, je me dis, je suis une passionnée. Mon métier, oui, il est parfois difficile. Et à la fois, on fait des belles rencontres avec les jeunes qu'on accompagne, avec les personnes qui les entourent aussi. Les collègues. Peut-être aider un certain nombre de personnes à s'envoler puis à vivre leur vie. Alors, j'ai des jeunes qui ont quand même une quarantaine d'années aujourd'hui. Oui, c'est beau. Avec qui je suis toujours en contact. Ils ont fait des enfants, ils travaillent. Qui ont des enfants, qui travaillent. C'est chouette, ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous était demandé dans l'accompagnement, on avait les possibilités de le faire, on avait du temps pour le faire. En tout cas, on trouvait le temps. Aujourd'hui, le temps, il manque cruellement, les moyens aussi. Et c'est vrai qu'il faudrait faire des objets d'art avec pas grand-chose en fait. Donc vider un océan avec une petite cuillère. Non mais c'est ça. Donc protéger les enfants, c'est la priorité. Je crois que tous les professionnels qui sont dans ce milieu agissent ainsi. Après, on peut pas leur demander d'être au four et au moulin parce que c'est compliqué. Non. Donc la responsabilité. C'est pour ça que c'est intéressant de parler à des gens qui ont fait de l'encadrement et qui font de l'enseignement, parce que en fait, c'est facile de critiquer de l'extérieur, mais il faut aussi regarder ce qui se passe de l'intérieur. Il y a des gens comme toi. Tu vois, il n'y a pas que des intérimaires, il n'y a pas que des gens qui sont là parce qu'ils ont une petite paye ou t'as aussi des gens qui font un vrai métier et puis qui sont là parce que ils veulent faire ce métier et puis qu'il y en a besoin. D'ailleurs, est-ce que les jeunes générations qui arrivent, est-ce que tu vois toi un vivier, un terreau de successeurs, de personnes qui viennent derrière? La relève est là?
Alors, aujourd'hui, je dirais que c'est compliqué de dire que la relève est là. Allez, on va dire du mal des jeunes. Non, c'est pas dire de mal des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, dans le management, en fait, je pense qu'il y a eu le Covid, il y a l'après-Covid. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, en fait, ils veulent pas être attachés à un établissement. Alors, il y a un changement sociologique par rapport au rapport à l'emploi des générations Z, alpha, bêta, très clairement, et qui s'est vraiment révélé durant le Covid. Ça, c'est vrai. Mais je me dis aussi qu'il faut pouvoir fidéliser les personnes qui arrivent, parce que je parlais de formation et que celle-ci, elle était importante. Il peut y avoir des gens qui sont pas formés au départ, mais qui, voilà, là, il faut que derrière, il y ait cette volonté quand même de se former. On s'improvise pas éducateur et on peut pas dire c'est inné. Aider les gens, c'est quoi aider les gens en fait? C'est pas juste être à côté d'eux, c'est comment on pense aussi avec eux, leur parcours et puis c'est fabuleux par rapport à ton parcours, c'est qu'on va aider les autres lorsque nous on va bien. Ah bah il faut être bien. Déjà, tu vois, on va pas aider les autres lorsqu'on traîne une croix. C'est pas possible. Ça c'est pas possible, non. Donc c'est pour ça. Alors moi j'ai jamais fait trop état de mon passé finalement à l'aide sociale enfance, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, puis on me dit attends, toi t'es à l'aide sociale, non tu peux pas faire ce métier-là parce que tu viens pas te réparer. Moi je viens pas me réparer, ma vie elle est parfaite, je me suis donné aussi les moyens d'y parvenir. Après, je fais pas l'amalgame avec les personnes que je rencontre. Quand il faut, par contre, j'ai toujours dit les choses. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Pour moi, ça c'est essentiel en fait. Y a pas on regarde dans les yeux, on est franc. Exactement. C'est le pilier. C'est le pilier qu'on est censé offrir. On est censé offrir un repère aux gens. Exactement. On peut pas le faire si on commence à écouter derrière les portes, à mentir et puis à louvoyer et avoir peur. Peur. Comment montrer un exemple à des gens pour qu'ils grandissent droit si nous on n'est pas droit? Ah mais ça c'est sûr. Et puis toujours repérer que les adolescents, finalement, quand on est respectueux, qu'on dit ce qu'on fait, qu'on est dans la règle et qu'on va être dans la communication. L'idée, c'est pas de sanctionner à tout va, c'est de comprendre et d'être dans la communication. Moi, je sais que j'ai les jeunes, parfois, j'avais des jeunes qui étaient quand même, comment je pourrais dire, qui avaient des difficultés énormes et pour autant, moi, je les ai adorés. Enfin, il y a eu des rencontres avec ces jeunes et finalement, ils m'en ont jamais voulu de leur dire que, bah non, là, ce qu'ils font, ça va pas du tout parce que, soit ils respectent pas la loi, soit ils respectent pas la règle, soit ils respectent pas les gens. Enfin, ils se respectent pas eux-mêmes. Ils se respectent pas eux-mêmes, mais par contre, de leur dire tiens, ce que t'as fait là, c'est super. Enfin voilà, de prendre l'attention sur ce qu'ils font. Le regard. On l'apprend aussi, ça, c'est le regard. On donne à quelqu'un notre regard avec une valeur. Cette personne dit que notre regard a une valeur et il va se construire par rapport à cette valeur du regard. Ça fait partie du travail, ça aussi. Et ça, c'est tout le travail invisible. Alors ça, je le défends, le travail invisible, parce qu'il est pas reconnu. C'est-à-dire que le temps qu'on prend. Il y a une lueur qui est passée là. C'est ça le métier. Avec les gens pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils aiment faire et aller chercher ce qu'ils aiment faire pour peut-être justement jouer la bascule sur ce qu'ils doivent améliorer et comment venir attirer l'adhésion parfois. Où je me dis que ça c'est important et pourtant c'est pas reconnu le travail invisible. Alors moi je prends le temps. Okay. Et surtout tu es devenu travailleur indépendant en libéral. T'es la troisième que je rencontre. Comme quoi il y a un truc qui se passe là. Pourquoi? Enfin comment devient-on éducateur en libéral et pourquoi? Justement, alors pourquoi le libéral? Je crois que cette liberté... Pour aller plus vite et être libre. Cette liberté, oui, de pouvoir faire les choses avec les valeurs qui nous animent. Et effectivement, moi, ces derniers temps, j'ai senti que mes valeurs étaient un peu touchées et je voulais pas, en fait, regretter un travail pour lequel j'ai été passionnée toutes ces années. Ça serait dommage. Oh, comme c'est joliment dit pour dire qu'on t'a cassé les pieds avec la hiérarchie, là. Que c'est bien formulé. Oui, alors moi-même, mais voilà, je pense que... Non, parce que je l'entends beaucoup aussi, ça. Il y a une pression de résultats et autres, et des fois, on n'est pas en harmonie avec ces valeurs. Ouais, et puis, ça, les valeurs, et puis la temporalité, j'en reviens. C'est-à-dire que... on peut pas attendre 3 ans pour intervenir quand il y a une urgence. Non, ça, et puis parfois, il faut prendre le temps avant d'intervenir dans l'urgence. Oui. Parce que parfois, des choses sont traitées dans l'urgence parce que c'est urgence, trop d'administratif, mais il faut trop de mécanisation, se poser... trop de procédures, trop de judiciaire, trop de ceci, trop de cela. La procédure tue la créativité. Alors moi, je suis un peu une rebelle par rapport à ça, mais en tout cas, c'était d'avoir la liberté de pouvoir dire non et de pas être obligé de faire des choses qui alors même si j'ai beaucoup dit des choses, j'ai cette liberté quand même de me dire je préfère partir plutôt que subir. Christelle, comment on te trouve? Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? Alors qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Alors là aujourd'hui je fais de la formation, je suis aussi intervenante en analyse des pratiques professionnelles, donc je suis formée à ça. Pour moi il me semble que justement travailler sur la pratique c'est aussi faire en sorte que les professionnels qui sont auprès des publics puissent agir en ayant conscience de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font
font, à qui ça sert. Et voilà, s'il arrive à dire... Tes clients, ce sont des particuliers pour leurs enfants? Ce sont des institutions, des associations? C'est du corporate, c'est du professionnel? Alors aujourd'hui, je démarre tout juste l'activité. Donc je travaille pour une organisation, une association, une grosse association en fait au niveau national. Donc c'est du professionnel, c'est du pro à pro, c'est du B2B. Pour l'instant, D'accord. Oui. Okay. Après, j'aimerais beaucoup, en tout cas, là, je suis en train de construire justement toujours en lien avec les parents. Des écrits un peu qui à venir pour transmettre là? Alors les écrits, j'ai pu faire des formations sur les écrits aussi professionnels. Tu as un petit ouvrage qui va arriver. Et là, je suis sur un écrit, sur l'accompagnement éducatif. Alors pour pouvoir aussi justement faire la jonction entre l'avant, le maintenant, ce qu'il y a aussi besoin de faire pour toujours être dans l'amélioration. Mon objectif, à moi, ça a toujours été de contribuer à l'amélioration du travail social. Ouais. Voilà. Il faut des gens comme ça. Christelle Delécluse, merci beaucoup. Merci d'être venue. Et puis à très bientôt. À bientôt. Tout le monde, au revoir. Merci, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.